Ce que nous voyons à l'écran est une note avec certaines particularités. La première d'entre elles est que, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une note avec une calligraphie quelque peu erratique et irrégulière. En se concentrant sur ces phrases, on y décèle une narration confuse et quelque peu effrayante. Cependant, ce qui rend cette note spéciale, ce n'est pas seulement son contenu, mais aussi l'endroit où elle a été trouvée. Et en effet, cette note serait retrouvée au centre d'un massacre qui a bouleversé l'Argentine ces dernières heures. Mais ne nous précipitons pas. Villa Crespo est un quartier du centre de Buenos Aires, situé dans la commune 15 de la ville autonome. D'après la page officielle du tourisme local. C'est un quartier qui se caractérise par sa passion pour le tango, ses rues bordées d'arbres et ses maisons basses. Et un fanatisme pour le club Atlanta, un point de rassemblement clé pour les familles et amis du quartier. Cet endroit est aujourd'hui le théâtre d'une affaire digne d'un film d'horreur. 2 adultes et leurs 2 enfants adolescents ont été retrouvés avec des blessures brutales, au milieu de ce qui a été décrit comme un bain de sang. Il s'agissait d'une attaque qui, selon les estimations, n'a duré que quelques minutes, une attaque menée avec acharnement et une violence inouïe. Le pire, c'est que l'attaque a été perpétrée par l'un des membres de cette famille. Quelles sont les pistes dont on dispose jusqu'à présent? Quels médicaments ont été trouvés sur la scène du crime? Et qu'est-ce que cela peut signifier? Quel est le contenu de la fameuse note qui ne cesse d'apparaître aujourd'hui dans les médias? Pourquoi dit-on qu'il y a eu une publication prémonitoire sur Instagram? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous devons plonger dans la sombre affaire du crime de Villa Crespo. Il est donc nécessaire de préciser que cette affaire se déroule actuellement. Il est possible que certaines informations que nous fournissons soient corrigées au fil des heures, à mesure que l'enquête progresse. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, commentez ci-dessous en écrivant « Mise à jour ». Commençons sans plus attendre. Bernardo Adrián Seltzer était la figure de proue de sa famille. L'homme était né le 6 janvier 1972 à Adolfo Alsina, dans la province de Buenos Aires. Et jeune, il avait aspiré à devenir un professionnel dans son domaine. Quel était son domaine? Les agronégoces. Une entreprise spécialisée dans la commercialisation de céréales cotées en bourse lui confiait une partie de ses finances. Le bon impact de ses décisions en tant qu'analyste et courtier a rapidement attiré l'attention d'autres entreprises sur lui. Avec enthousiasme et créativité, Bernardo était devenu une référence dans le domaine. Il donnait des conférences, des exposés, il se rendait dans de grandes entreprises et les journalistes l'appelaient pour lui demander son avis. À une époque où ces sujets faisaient la une des journaux. Grâce à ses contacts et à sa propre capacité stratégique, l'homme ne tarda pas à se lancer dans d'autres affaires, comme l'achat et la vente de propriétés. Il avait donc diversifié ses investissements en acquérant des actifs en Uruguay et au Paraguay. Bernardo affichait toujours une grande confiance en lui, présentait un profil affable et assistait aux fêtes et événements auxquels il était invité avec sa famille. Sa femme s'appelait Laura Fernanda Leguizamón. Elle avait 51 ans et était originaire de Lanús. Avec elle, il avait eu 2 fils, Yann, 15 ans, et Ivo, 12 ans. Les 4 amis voyageaient et mangeaient régulièrement dans des restaurants haut de gamme. Aux yeux des autres, ils étaient toujours heureux et en progrès constant. Bien sûr, ils traversèrent des problèmes comme n'importe quelle famille, mais on les voyait unis et souriants. C'était l'image du clan parfait. Telle était l'affection que l'homme portait à son cercle intime. Aujourd'hui, il est facile de trouver une vidéo de 2017 où il le montre très clairement. La vidéo provient de son discours au congrès Argentina Supermarché du Monde. Là-bas, Bernardo, micro à la main, a déclaré « J'ai 2 beaux enfants, une épouse aimante, fantastique, et je remercie énormément la vie de l'avoir rencontré. » Je remercie énormément la vie de l'avoir trouvé, de l'avoir à mes côtés. Alors, que fais-je? Avec mon épouse, avec ma famille, qui est l'un des biens les plus précieux que je possède. Lors de la même conférence, il a souligné l'importance de prendre soin de ce qui compte vraiment dans la vie. N'importe qui pouvait l'imaginer comme un homme aimant et fier. Il a tout dit pendant qu'une photo était projetée derrière lui, où on pouvait le voir avec sa femme et ses enfants. Une photo qui, 8 ans plus tard, réapparaîtrait, mais cette fois dans la rubrique Faits divers de tous les journaux. Plus précisément lorsque Bernardo, Laura, Ivan et Ivo seraient retrouvés morts, tous poignardés. Le mercredi 21 mai 2025 à 13h30, la femme qui faisait le ménage pour la famille. Setzel a ouvert la porte de l'appartement 6e A, rue Aguirre au numéro 200, et est entrée dans la propriété. Elle était perdue dans ses pensées et dans les tâches qui l'attendaient ce jour-là, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Elle remarqua d'abord le silence particulier, puis des taches sur le sol. En s'approchant, elle n'eut aucun doute. C'était du sang,
et il provenait de l'un des garçons qui était allongé par terre. La femme, sans être une professionnelle, savait que la situation était mauvaise. Le garçon semblait mort. Désespérée, elle s'est enfuie de l'immeuble en criant. Une voisine l'a entendue et, dans le chaos, quelqu'un a appelé le 911. Les policiers arrivèrent rapidement et, après une brève inspection, confirmèrent qu'ils faisaient face à quelque chose de vraiment grave. La zone a été bouclée avec des rubans et la police scientifique a été appelée. Les curieux et les premiers médias ne mirent pas non plus longtemps à arriver. L'affaire est maintenant sous la responsabilité de César Troncoso au parquet national en matière criminelle et correctionnelle numéro 5. Les autorités ont été directes. Il y avait 4 corps sur la propriété, pas seulement 1. Toute la famille était morte et chaque pièce de la maison semblait sortie d'un cauchemar sanglant. Les premières sources ont indiqué que tant les adultes que les enfants présentaient plusieurs blessures par arme blanche. La deuxième information révélée est que les 2 portes blindées du domicile ne montraient aucun signe d'effraction et que rien n'était dérangé ni volé. Cela signifiait que le massacre avait été perpétré par quelqu'un de confiance. La 3e découverte fut la plus terrible. Le meurtrier était parmi les cadavres. Oui, c'était l'un des membres de la famille qui avait tué tout le monde, puis s'était donné la mort. Est-ce que Bernardo avait perdu la tête et laissé surgir un côté de lui que personne ne connaissait? Au début, la confusion a favorisé cette théorie. On a spéculé que l'homme pourrait être le coupable de la tragédie, et beaucoup sont restés stupéfaits devant cette possibilité. Cependant, les conclusions préliminaires des enquêteurs allaient ensuite être rendues publiques, et tout allait prendre une tournure inattendue. Après les analyses respectives, et face à la question de savoir qui avait attaqué tout le monde, les détectives ont été clairs et n'ont pas hésité. La coupable était Laura. Les autopsies et l'analyse de la scène du crime mettaient en évidence la chronologie des attaques. D'après la reconstitution, on estime que Laura aurait utilisé un couteau et une grande lame, tous deux saisis par les experts. On pense que l'attaque aurait eu lieu mercredi vers 6 heures du matin. Le corps de Bernardo a été retrouvé sur le lit conjugal, sans blessure de défense, suggérant qu'il dormait. Il aurait même pris un tranquillisant lorsqu'il a reçu les 3 coups de couteau dans la poitrine. Ivo, le garçon de 12 ans, se trouvait dans le couloir, et ce serait son corps que la femme de ménage aurait découvert. Plus tard, lorsqu'elle est entrée dans la maison, Ivo présentait de nombreuses blessures dans le dos, ainsi que des coupures aux mains et aux bras, ce qui montrait qu'il avait tenté de se défendre. Dans la salle à manger, on a trouvé l'adolescent de 15 ans, Yann. Les traces de sang suggèrent qu'il a été attaqué initialement dans sa chambre. Ensuite, Laura l'avait achevé à l'autre bout de la maison avec des coups de couteau précis dans le dos. Après le triple homicide, la coupable s'est suicidée. Elle a été retrouvée dans la salle de bain de l'appartement avec une grave blessure à la poitrine et des blessures auto-infligées au poignet. Elle s'était également enfoncé un ongle dans le cou et avait des cheveux dans les mains. On pense qu'elle s'est infligé ces blessures alors qu'elle était allongée près de son mari décédé. Ensuite, elle avait erré dans la maison jusqu'à épuisement. Le choc a été total au niveau national, mais aussi dans le quartier où la famille résidait. Personne ne pouvait croire que Laura, si gentille et solidaire, ait pu faire une telle chose. Mais alors, d'autres aspects ont commencé à émerger. L'employé qui a trouvé les corps a été l'une des premières personnes à être interrogée. La femme a surpris tout le monde en disant que cela faisait un moment que Laura n'était plus la même. Interrogée à ce sujet, elle a expliqué que Laura se montrait quelque peu erratique depuis plusieurs semaines. Elle lui disait de partir. Même lorsqu'elle n'avait pas fini de nettoyer, elle prétendait vouloir passer du temps seule et disait qu'elle ne voulait plus jamais entendre le bruit de l'aspirateur. Pour la femme, tout cela était étrange, mais elle a supposé que son employeuse traversait une période de stress intense. Toutefois, d'autres témoignages ont éclairci l'affaire. Laura avait des antécédents de troubles psychiatriques et cela faisait un certain temps qu'elle ne prenait plus ses médicaments. Ce que l'on a pu apprendre jusqu'à présent est le suivant. Apparemment, Laura avait eu son premier épisode psychiatrique il y a presque 2 ans. L'affaire a été suivie d'une profonde dépression, dont elle a pu sortir grâce au soutien de ses proches. D'ailleurs, à cette époque-là, Bernardo avait commencé à travailler depuis chez lui pour être plus présent dans sa routine. Un proche de la famille a révélé que même si l'état de Laura s'était amélioré, elle avait récemment rechuté. Cela avait entraîné une augmentation de ses doses de médicaments. Bien que son diagnostic ne soit pas tout à fait clair, certaines sources affirment que Laura entrait dans un monde de fantaisie dont il lui était difficile de sortir. Une psychiatre amie l'a traitée, mais lui a conseillé une thérapie avec un autre professionnel pour éviter de s'attacher.
Aujourd'hui, on sait que la famille avait contacté un centre médical et attendait un rendez-vous qui n'est jamais arrivé, pour confirmer l'idée que la femme avait abandonné un traitement qui aurait pu lui sauver la vie ainsi qu'à son entourage proche. Plusieurs médicaments ont été retrouvés au domicile, dont beaucoup n'avaient pas été consommés. Selon les rumeurs, la sertraline à 50 mg et l'olanzapine à 10 mg, un antidépresseur et un antipsychotique, seraient impliqués. Il faut souligner qu'à l'heure actuelle, aucun communiqué officiel n'a été publié à ce sujet. Et de nombreux médecins soutiennent que ces médicaments peuvent également être prescrits en cas d'insomnie. Donc, ils ne doivent pas nécessairement être la preuve d'une crise psychiatrique qui conduit à une crise psychotique. Autrement dit, la découverte de ces substances n'est pas suffisante pour établir un diagnostic. Au-delà de tout cela, dans la cuisine de la famille, le personnel de la police de la ville a trouvé une lettre. Une lettre qui, selon eux, semblait avoir été rédigée par une personne perturbée. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Le jeudi 22 mai, une photo contenant une partie de la lettre que Laura aurait écrite quelques minutes avant de commettre le massacre, ou juste après l'avoir terminée, a été divulguée à la presse. On peut y voir une écriture mixte, avec des mélanges de styles et de tailles. On peut aussi supposer que la main de l'auteur tremblait beaucoup en écrivant. Les frasques sont courtes et certaines semblent dépourvues de sens, d'autres sont franchement troublantes. On peut lire des choses comme « Avec ce qui allait arriver, tout allait mal, très pervers, je leur ai gâché la vie. J'aime beaucoup mes parents et je suis désolé. » Y a-t-il un message à décrypter dans ces mots? Y a-t-il dans ces lignes un indice qui aide à comprendre toute l'horreur vécue? Impossible de savoir ce que pensait Laura lorsqu'elle s'est mise à écrire. On évoque un délire mystique, une crise de paranoïa et 1000 autres choses encore. Pour l'instant, il est prématuré de tirer des conclusions. On suppose que le verso de la feuille contient le schéma de déverrouillage du téléphone portable de la femme. Mon téléphone et elle, est-ce lisible? Les enquêteurs pensent que les codes des téléphones de sa famille sont notés dans la marge droite de la feuille. Y aurait-il un code dans ces téléphones? Pourquoi les a-t-elle mis là? Laura, cela faisait-il partie d'actions qui n'obéissaient à aucune logique ou était-ce sa dernière tentative d'apporter un peu de clarté? Un post que Laura aurait publié des années auparavant sur Instagram est également devenu viral ces dernières heures. On la voit sur la plage en train de lire un livre intitulé « Crimes en famille ». Selon la description, Ivo se comporterait horriblement. En réponse à un commentaire lui demandant si elle avait vraiment tué le garçon, Laura aurait répondu « presque » sur le ton de la plaisanterie. Aujourd'hui, ces lignes semblent avoir un caractère prémonitoire, si l'on considère comment les choses allaient finir. L'institution fréquentée par les frères assassinés a publié un communiqué disant, je cite, « C'est avec une immense douleur que nous annonçons le décès de nos chers élèves Yann et Ivo Seltzer, qui fréquentèrent le campus d'Almagro. Cette nouvelle bouleverse profondément la communauté éducative. Nous accompagnons de tout notre amour et de tout notre respect leurs familles, leurs proches, leurs camarades et leurs enseignants en ce moment de grande tristesse. Dès l'école, nous ressentons l'émotion liée à cette tragédie. C'est pourquoi, à travers nos équipes de coordination éducative et des professionnels spécialisés, nous apporterons un soutien aux groupes concernés, ainsi qu'à toute la communauté qui en aura besoin. Aujourd'hui, les dossiers scolaires de Yann et Ivo Seltzer sont en cours d'enquête. On sait qu'ils seront expertisés à la recherche d'indices. Cette affaire révèle que les apparences peuvent être trompeuses. Comment, derrière la façade de la famille idéale, il y a toujours des complexités et des difficultés que seuls ceux qui vivent dans la même dynamique familiale connaissent, quoi. Il est également important de souligner l'importance de la santé mentale et de montrer comment un diagnostic et un traitement précoce peuvent faire toute la différence. D'une manière ou d'une autre, pendant que nous réalisons ce reportage, Villa Crespo est en deuil. Pendant que les enquêteurs continuent de chercher les pièces manquantes de cette tragédie devenue un puzzle bouleversant et sanglant.